Bien, alors nous allons décrire maintenant l'instrument d'analyse que nous allons utiliser dans nos travaux. Et je vais commencer par le cadre situationnel. Je vous rappelle que le cadre situationnel, c'est le circuit externe sur lequel se trouvent les deux partenaires. Alors il s'agit d'essayer de voir comment on peut définir les partenaires et la relation qui s'établit entre les partenaires. Nous allons donc commencer par décrire le cadre situationnel. Ce cadre situationnel se compose de deux aspects. L'aspect communicationnel et l'aspect psychosocial. Qu'est-ce que c'est l'aspect communicationnel? C'est tout ce qui concerne le rapport physique qui s'établit entre les partenaires. Rapport physique, mais qui doit être pertinent. Vous êtes dans des cas où tout votre environnement physique, par exemple, n'intervient pas de façon pertinente pour ce qui est en train de se dire. Un exemple très rapide, vous êtes à la terrasse d'un café, vous êtes en train de parler du résultat de dernières élections ou du résultat d'un match de football. L'environnement physique dans lequel vous êtes n'intervient pas. En revanche, le fait que vous commandiez au garçon une bière fait intervenir de façon pertinente l'environnement physique. Parce que cet environnement physique est en rapport avec ce fameux contrat dont je parlais tout à l'heure et qui institue l'un des partenaires en position de client dans un café et l'autre partenaire en position de garçon de café dans ce même environnement. Donc il s'agit de prendre en considération tout l'environnement physique, la présence des partenaires, mais dans son aspect pertinent pour ce qui sera dit, c'est-à-dire pour tout l'enjeu et tout l'échange de langage qui s'établit entre les partenaires. Alors, il faut considérer dans cet aspect communicationnel, d'abord, la forme de présence des partenaires l'un à l'autre, ce que je représente par ce rapport je sais, sujet communicant, tu dis, sujet interprétant. Et se poser un certain nombre de questions. Est-ce que les partenaires sont l'un à l'autre présents ou absents? Est-ce que, par exemple, le sujet interprétant, le partenaire interprétant est unique ou multiple? Vous savez que ce n'est pas la même chose de parler à une seule personne, même expliquer cette même chose autour d'une table à une personne qui se trouve en face de vous, ou l'expliquer devant un public. C'est à ce moment-là le paramètre de la différence entre unique et multiple qui interviendra. De même pour présent et absent, eh bien évidemment, toute la mise en scène de langage n'est pas la même selon que mon partenaire est présent physiquement, me voit, peut à tout moment m'interrompre, peut établir un dialogue, ou qu'il est absent. Car à ce moment-là, je devrais utiliser des formes de langage qui seront différentes. Par exemple, lorsque j'écris une lettre. Bien. Il faudra aussi prendre en considération le fait qu'il soit proche ou lointain. Proche, il justifie qu'il y ait par exemple dans la parole un certain rapport d'intimité. Lointain, qui justifie que l'on soit obligé de parler d'une certaine façon, voire de se mettre à crier, et ce qui par contre-coup explique que si je crie dans un rapport proche, eh bien mon acte de langage, par exemple, est un acte agressif. Je reviendrai sur ces différentes composantes parce qu'après elles se combinent toutes les unes par rapport aux autres. Mais voyons pour l'instant, la deuxième chose qu'il faut prendre en considération, c'est la place des partenaires, du sujet communicant et du sujet interprétant, par rapport au il. Alors tout à l'heure dans mon schéma général, je n'ai pas défini le il, mais le il, c'est tout ce dont je parle, tout le monde, non seulement qui m'entoure physiquement, mais dont je parle aussi de façon imaginaire. Alors la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ce dont je parle est présent ou absent au moment où j'en parle, présent ou absent au moment où j'en parle, et commun ou non commun aux deux partenaires. Par exemple, si je joue aux cartes
et qu'au moment de ramasser le pli, je dis « je prends ». Je n'ai pas besoin de dire ce que je prends, parce que le « il », ce dont je parle, est à la fois présent et commun aux deux partenaires. Si je joue aux boules et je dis « je lance », je n'ai pas besoin de dire que je lance la boule, parce que dans notre jeu de boules, eh bien, l'objet dont je parle, la boule, est à la fois présente et commune aux deux partenaires. À l'inverse, imaginez que je sois au téléphone, eh bien, si je parle avec quelqu'un au téléphone, je ne peux pas lui dire « regarde ça si c'est beau », parce que le « ça » qui représente ce « il » est présent pour l'un des partenaires, c'est-à-dire celui qui parle, le sujet communicant, mais il n'est pas commun aux deux partenaires. Donc je serai obligé d'expliciter le « ça » auquel je me réfère pour que l'autre puisse comprendre ce que je veux lui dire. Je reviendrai également là-dessus. Une troisième composante de cet aspect communicationnel, c'est la rencontre. Car là aussi, il faut savoir si, lorsque, par exemple, les deux partenaires sont en présence l'un à l'autre, eh bien, le contrat qui les relie est un contrat d'échange ou de non-échange. Exemple très classique, si je suis en situation de conférence, le contrat, en principe, est un contrat de non-échange. Lorsque la conférence terminée, on dit qu'on ouvre le débat ou on ouvre la discussion, ça veut dire qu'à ce moment-là, j'établis un rapport d'échange. Il y a un contrat d'échange qui permet aux différents participants d'intervenir. Ceci est important parce qu'il faut considérer aussi que l'on peut se trouver dans des cas de transgression de contrat. Par exemple, je peux me trouver dans un cas où le contrat est un contrat de non-échange et pourtant intervenir. Alors, que se passe-t-il? Ou bien à l'inverse, être dans un contrat d'échange et rester muet. Que se passe-t-il? Dans cette composante de la rencontre, il faut également faire intervenir cette distinction que moi j'utilisais dans la pratique, mais que je n'avais pas pensé à mettre dans le cadre situationnel et son aspect communicationnel, qui m'a été suggéré par l'une des participantes au stage du CELE que j'ai fait la semaine précédente, prendre en considération le fait que dans une rencontre, eh bien, les enjeux de langage, la façon dont on parle et ce qui va se passer n'est pas du même ordre selon qu'il s'agit d'un premier contact ou pas d'un premier contact. J'ai par exemple, si c'est un premier contact, il y a un certain rituel dans la présentation, d'une part, et puis d'autre part, il y a le fait que je ne connaissant pas très bien l'autre ne me connaissant pas très bien, eh bien, il va y avoir des stratégies de prudence, une certaine façon de parler pour essayer petit à petit de comprendre l'autre et de se faire comprendre de l'autre. En revanche, si j'ai déjà eu des contacts avec cette personne, il est vraisemblable que toute ma stratégie sera différente et que par exemple, je pourrais utiliser une certaine complicité ou une certaine connivence du fait que déjà nous avons établi des rapports. Enfin, dernière composante de cet aspect communicationnel, le canal, qu'il faut considérer comme direct ou média, ou partiellement direct ou partiellement média. J'évoquais tout à l'heure la situation du téléphone. Eh bien, dans la situation de téléphone, regardez ce qui se passe, c'est que pour une part, le canal est direct, lorsque je suis en train de parler, c'est-à-dire tout l'aspect auditif, oral et auditif est direct, mais en revanche, tout l'aspect visuel n'est pas direct ni commun. J'évoquais tout à l'heure l'exemple de « regarde ça ». Alors, dans la situation de téléphone, je suis dans une situation de communication qui utilise un canal à la fois direct pour une part, la part auditive, mais médiate pour une autre part, qui est la part visuelle. Autre chose à prendre en considération dans le canal, c'est, qui se combine d'ailleurs aussi avec la précédente composante, c'est la différence qu'il faut établir entre l'oral et le scriptural. Je ne dis pas l'écrit parce que finalement l'écrit c'est une combinaison beaucoup plus complexe. L'oral c'est tout simplement que je fais appel au système phonique d'une langue et le scriptural c'est le fait que je fasse appel au système graphique, scriptural, d'une langue.
Et enfin, il faut que je considère dans cette communication l'aspect des codes non-verbaux, puisque vous savez que si par exemple je suis dans la situation orale de parler avec quelqu'un, dans une communication directe, eh bien, je peux utiliser des gestes, je peux utiliser des mimiques, ou bien dans d'autres circonstances, comme par exemple la communication publicitaire, je vais utiliser des images. Donc, il faudra tenir compte de tous ces codes qui interviennent dans tout acte de langage et qui sont non-verbaux. Alors, vous voyez, si l'on reprend l'ensemble maintenant de cela, eh bien, ça permet par exemple de mieux comprendre ce problème de la différence entre la langue parlée et la langue écrite. Parce qu'au bout du compte, qu'est-ce que c'est que la langue parlée? Qu'est-ce que c'est que la langue écrite? Vous savez très bien que je peux être dans une situation qui me permet d'utiliser le canal oral, mais pourtant la construction de mon discours est une construction comme si c'était de l'écrit. Par exemple, la situation de conférence où les gens lisent des papiers, eh bien, c'est la situation où j'utilise le canal oral, et pourtant la construction de mon discours est une construction écrite. Bon. À l'inverse, je peux, par exemple, dans une lettre familière, utiliser le canal scriptural, puisque je passe par le code graphique, et cependant imaginer une sorte de dialogue, puisque je suis dans un rapport familier. Je peux dire « Oui, je sais bien, tu me diras que, eh bien moi je te répondrai que ». C'est finalement utiliser, simuler, si vous voulez, la situation de dialogue. Alors, au lieu de faire une espèce de distinction trop simpliste entre langue parlée et langue écrite, eh bien, il vaut mieux combiner chacune de ces composantes et se demander, chaque fois que j'ai un texte, quelle est la position des partenaires l'un vis-à-vis de l'autre, quelle est la position des partenaires par rapport au « il », ce dont je parle, quel est le type de rencontre qui relie les partenaires et quel est le type de canal qui est utilisé. Deuxième aspect de ce cadre situationnel, ce que l'on peut appeler l'aspect psychosocial. Ceci nous permet de déterminer ce que j'appelais tout à l'heure le statut des partenaires. Vous savez très bien que le contrat qui va relier les partenaires et toute la stratégie de langage que je vais utiliser va dépendre, par exemple, de l'âge. Quand je dis l'âge, il ne s'agit pas de l'âge objectif. Il s'agit, dans notre symbolique sociale, dans notre imaginaire social, de la place que prennent les catégories d'âge et les valeurs qu'elles ont et qui vont intervenir dans notre relation. Par exemple, est-ce que je suis dans un contexte social où l'âge avancé, le vieillard, a un certain prestige, est reconnu comme ayant la sagesse, le savoir, ou pas? Eh bien, selon un cas ou l'autre, eh bien, la façon que j'aurai de m'adresser à lui, qu'il aura de me comprendre, que j'aurai de le comprendre, ne sera pas la même. Donc, il faudra bien faire des distinctions au niveau de l'âge. Quelle est la place des enfants dans une société? Est-ce qu'on les écoute? Est-ce qu'on les écoute pas? Est-ce qu'on les considère? Est-ce qu'on dit « Ah, ce sont des personnes sans expérience » ou est-ce qu'au contraire, on a toujours un rapport d'affectivité à elles? Le sexe, vous savez aussi, c'est le même problème. Catégorie des femmes, catégorie des hommes, alors quelle place chacune de ces catégories a dans une société. Et la hiérarchie, parce que dans toute société, eh bien, il y a des groupes qui se constituent, soit professionnels, soit en dehors des professions, et dans tous ces groupes, eh bien, il y a une certaine hiérarchie qui s'établit entre les individus. Eh bien, cette hiérarchie intervient chaque fois que je mets en scène le langage. C'est ce que l'on peut appeler le statut social. Évidemment, chacune de ces catégories, il faudrait les décrire et les préciser en fonction de chaque contexte socioculturel. Mais le statut social, à soi seul, n'est pas suffisant, car il faut prendre en considération aussi le rapport de force qui s'établit entre ces personnalités. Vous savez très bien, vous en avez tous fait l'expérience, du fait que, par exemple, dans une réunion de travail, il y a quelqu'un qui a le statut d'autorité, de pouvoir, qui lui est donné par l'institution, mais cependant, dans les faits, ce n'est pas lui qui a le véritable pouvoir. Ou bien, il y en a d'autres qui ont une certaine influence sur la conduite de la réunion.
eh bien, il faudra faire intervenir à ce moment-là ce que l'on peut appeler le facteur personnalité. Il peut très bien dans un groupe se dégager un leader qui pourtant n'a pas le pouvoir et qui finit par le prendre. Il faudra également faire intervenir il faudra faire intervenir la prise en considération du physique des personnes qui sont en présence l'une de l'autre. Physique parce qu'elle représente une certaine force. Ça ne reste pas de la même façon si on a une demande à faire. À quelqu'un qui mesure 1m90, qui fait 80 kg, ou à quelqu'un qui est à votre taille ou qui est plus petit que vous. Bien le charme. Quand on dit que l'on est pris par le charme de quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire? Bien qu'il y a un rapport de force qui s'établit du fait de son physique. Évidemment, il ne faut pas considérer le physique uniquement dans son aspect extérieur, c'est plutôt ce qui, du point de vue physique, se dégage d'une personne. Prendre en considération également l'intelligence. Évidemment, il ne s'agit pas ici d'une définition de dictionnaire, il ne s'agit pas non plus d'une définition philosophique de l'intelligence. Il s'agit, dans notre imaginaire social, de ce que l'on peut considérer qu'est l'intelligence d'une personne. Et il est intéressant de comparer l'intelligence à la compétence. Vous avez souvent dit vous-même ou entendu dire, à propos d'une personne, de dire cette personne, dans le cadre de son métier ou de son travail, est très compétente, elle est très méthodique, elle fait très bien son travail. Mais en dehors de ça, on ne peut pas dire qu'elle soit très intelligente. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? C'est que vous valorisez sa compétence et vous dévalorisez son intelligence. À l'inverse, il vous est certainement arrivé d'entendre dire ou de dire vous-même d'une personne qu'elle a beaucoup de culture, qu'elle est intelligente, qu'elle est agréable, mais que dans le cadre de son travail, elle ne fait pas preuve d'une grande compétence. Par conséquent, vous voyez, la définition des partenaires et de la relation contractuelle qui s'établit entre ces partenaires va dépendre de toutes ces composantes qu'il faudra bien prendre en considération quand on va analyser un acte de langage quel qu'il soit. Et je vous propose de considérer ceci, qui n'est qu'un schéma de départ, comme une espèce d'instrument d'interrogation. Instrument d'interrogation, ça veut dire que à chaque fois vous vous posez la question de savoir si l'une de ces composantes intervient ou n'intervient pas pour expliquer le phénomène du langage ou du discours à travers le texte que vous étudiez. Il se peut par conséquent que toutes ces composantes ne soient pas toutes pertinentes en même temps. Donc vous voyez bien, il ne faut pas prendre ça comme un modèle, il faut le prendre comme un instrument d'interrogation qui vous servira à questionner votre texte.